peu rapidement ton activité, ce que tu as construit sur les 4 dernières années déjà, Cinq. 5 dernières années. Et ouais, peut-être même un peu l'histoire de comment s'est construit le petit lunetier et où est-ce que tu en es maintenant. Ça marche, ok, y a pas de souci. Très bien. Ben, en fait, l'histoire du petit lunetier, c'est que ça a été fondé donc, par moi-même et une personne qui est un opticien. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on se replace en 2015 et c'est un marché qui a commencé à beaucoup bouger, donc l'optique dans les années 2010, avec pas mal de concurrents qui sont arrivés sur Internet en France, mais globalement partout dans le monde. Et donc à la base, le petit lunetier, c'est une marque e-commerce qui s'inscrit un peu dans cette tendance en se disant il se passe pas mal de choses dans l'optique et dans le e-commerce et on va essayer de s'inscrire sur cette tendance et donc de proposer tout simplement des lunettes avec ou sans correction, de soleil, etc. Via Internet. Ça, c'est le tout début. D'accord. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va dire qu'on a construit un positionnement qui est plus lié moi aussi à mes expériences précédentes, mais positionner la marque comme une vraie marque de mode. Et donc en fait, la marque s'est vraiment développée sur les réseaux sociaux. On est ce qu'on appelle une DNVB, même si j'aime pas trop ce mot. En fait, la reconnaissance de la marque, elle est vraiment passée par les réseaux sociaux, par Instagram, par la communauté qui nous suit et par toute la création de contenu qui va autour et donc qui est sur Instagram et qui est aussi sur notre site internet, sur le packaging, sur tout ce qu'on propose. Et donc en fait, plus la marque, on va dire, a évolué et plus elle s'est positionnée, plus elle a pris un ton et un positionnement qui en fait que on n'est pas juste un acteur ou un player de l'optique. En fait, on est vraiment d'abord un player, on va dire, de la mode. On se positionne comme ça. Et donc c'est ce qui a permis en fait à la marque de se différencier, c'est ce qui a permis à la marque d'exister et surtout d'être reconnue. Et nous, on a ensuite avancé dans cette direction. Et l'optique étant un marché où on est quand même sur une profession de santé, c'est du paramédical, il faut des agréments, il faut des opticiens diplômés pour travailler, que ce soit sur Internet ou sur les boutiques. On a décidé de franchir le pas en fait en 2018, donc fin 2018, d'ouvrir une première boutique. Et puis en fait, maintenant, on est donc aujourd'hui, on a 6 magasins qui sont tous des magasins donc agréés mutuelle sécurité sociale, avec tous les agréments, avec des équipes d'opticiens qui les gèrent, qui les administrent et qui vendent. Vous vendez exclusivement votre marque. Dans laquelle on a toujours vendu et on vend exclusivement notre marque. Ça, c'est notre positionnement. C'est nos produits qu'on crée, donc sur lesquels on peut discuter, mais sur lesquels on a un positionnement qui est lié à nos produits, nos créations. Et donc en fait voilà, donc aujourd'hui on a vraiment deux bras. On a un bras e-commerce qui est toujours plus important et un bras magasin, donc on en a 6, avec l'idée de proposer et sur notre site internet et dans nos magasins une expérience un peu de joli magasin centre-ville. Donc on va faire des concepts qui ne sont pas du tout des concepts de magasins d'optique habituels, mais on va vraiment faire un concept de shopping comme quand on va se promener avec ses amis le week-end ou le shopping mère-fille entre amis. On a des beaux magasins qui sont beaucoup pensés, beaucoup réfléchis. Et donc dans le développement de la boîte, en fait, on a aujourd'hui vraiment un développement qui est retail. Donc on va monter à une quinzaine de points de vente d'ici 12 mois, donc qui sont en train de sortir. Et toujours un bras e-commerce qui continue de servir la France. Et voilà. Pourquoi avoir voulu mettre autant le point sur le retail et défocuser entre guillemets du e-commerce? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Elle est double en fait. Je pense que la première, c'est que on est sur un marché qui est réglementé. On est sur un marché sur lequel on touche à la santé, au paramédical. Et si on veut, on va dire, se développer, exister, avoir de la crédibilité, que les clients comprennent qu'on n'est pas une énième marque de lunettes qui se lance sur Internet, il faut apporter et il faut donner cette crédibilité. Donc faire ça permet d'avoir l'agrément mutuel et sécurité sociale qu'on peut proposer aussi pour nos commandes par Internet. Et en même temps, on est en train d'expliquer à nos clients qu'on a des points de contact, qu'on a des points de vente, qu'on a des professionnels de santé qui vont les conseiller sur un choix qui est du produit de santé. Et donc pour offrir un service en fait qui est le même que chez n'importe quel opticien, parce que tous les gérants qu'on a sont des opticiens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience dans les grandes chaînes. Il y a ça, et puis en fait, il y a moi, j'ai pas trop une expérience de bullshit. On n'a pas trop on n'a pas de fonds derrière nous. On a toujours fait en autofinancement. Et en fait, donc on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour exister dans 5 ans et le faire qui soit de façon rentable et durable. Et donc en fait, le marketing digital, moi j'ai fait des
boîtes avant où on s'est dit, bon, bah super, on fait 10 millions en dépensant 5 millions, donc on va dépenser 10 millions l'année prochaine et on fera peut-être 20 millions. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est pas linéaire, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pour percer, pour exister, pour se développer, il faut bâtir une crédibilité, il faut bâtir une marque. Et en fait, compte tenu du marché dans lequel on est, compte tenu de tout ce qu'on propose, on ne peut pas le faire en étant que pure payeur. Donc nous, l'idée de se développer, elle était de se dire, en magasin, on va trouver une clientèle qui nous connaît et qui ne va pas aller sur Internet pour toutes les raisons dont on a parlé et qui sont parfois légitimes. On peut vraiment proposer de l'incrément de vente en magasin parce qu'il y a du conseil, il y a de la personnalisation, il y a de l'accompagnement, il y a des tests de vue, on peut tester les lunettes, c'est aussi simple que ça, mais quand on va payer 200 € un équipement, qu'on va faire des verres de vue, c'est toujours mieux d'aller en magasin, ça donne des points de contact pour les clients aussi par Internet. Donc l'idée, c'était quand même de s'inscrire dans de la durabilité. Et ça fait, l'idée de faire ça, c'est que ça fait grandir la marque de façon pérenne et saine. Et quelles ont été, alors, tu nous as beaucoup parlé de ta marque. D'après toi, peut-être dans les grandes lignes, quelles ont été les grandes étapes à la construction de cette marque et à la solidité de cette marque, et quels sont les must-have? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi pour développer une marque qui est solide? Je me pose tous les jours la question, donc, et je pense qu'elle est importante. En fait, en e-commerce, alors je ne sais pas du tout présomptueux, mais faire 1 million, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de tenir la distance, c'est de maintenir, et surtout, c'est de le faire de façon rentable et durable. Et donc, je pense qu'on a eu peut-être de 2015, donc on s'est lancé en 2015, on va dire qu'on a vraiment décollé en 2016-2017. On a une période de 2015 à 2018 où globalement, on voit qu'on fait de l'influence, on voit qu'on propose des trucs et ça marche. Et à la limite, peu importe ce qu'on proposait, le marché était assez ouvert sur l'influence, les prix étaient moins chers, la visibilité et la performance étaient assez bonnes. Donc, c'était pas très compliqué, je pense, d'exister et de faire du chiffre. L'idée, c'est de se dire, on s'est fait connaître par les réseaux, par Instagram, par des influenceurs. Comment est-ce qu'en fait on fait pour que ça ne soit pas des coups d'épée dans l'eau, mais comment on fait pour que derrière on ait de la reconnaissance de marque, on ait du service. Donc là-dessus, tu vas commencer à travailler ton produit, tu vas structurer tes équipes, ton service client, tes ateliers. Et donc tu vas rentrer dans une deuxième phase qu'on a démarré dès 2017, c'est tu dis, ok, maintenant je comprends que j'arrive à vendre mes produits de façon pas forcément très compliquée, mais moi je sais que si je fais la même chose dans 1 an, j'existe plus. Donc en fait, tu commences à reprendre ton site internet, à refaire une V2, à sortir du contenu qui va commencer à te coûter plus cher, en disant on va tout simplement investir un peu plus long terme sur la marque, sur le contenu, sur le client. Voilà. Et ça, c'est plus dur parce que c'est pas forcément des investissements qui rapportent tout de suite, mais c'est toujours l'idée de se dire je vais le faire et ça va me permettre d'exister et de montrer que je fais aussi, que je fais pas que des placements de produits ou que je fais pas que de la pub Facebook. Et en fait, la réflexion qu'on avait, c'est de se dire ok, c'est cool, tu fonctionnes, ça marche bien, mais tu investis peut-être des centaines de milliers d'euros par mois ou par trimestre sur du Facebook Ads et sur de l'influence, sur lesquels en fait les marques mettent souvent des gros budgets. Il y a un moment donné, on s'est dit en fait, ouvrir un magasin, ça va peut-être représenter 1 mois d'investissement. Donc tu vas doucement, tu fais des trucs un peu toi-même, tu bricoles, mais tu te dis en fait, t'embauches quelqu'un, donc tu prends aussi un risque. Mais à un moment donné, tu te dis ok, ça va me coûter tant, mais finalement c'est peut-être que 5 à 10% de mon budget marketing. Donc et puis ça va me permettre de prouver un point, de trouver un concept. Voilà. Donc après, il faut itérer, ça c'est pas aussi simple que ça, mais au moins tu te dis en fait ok, je vais peut-être dépenser plus intelligemment les 5 à 10% de mon budget, je pourrais toujours les dépenser en marketing de façon plus efficace. Souvent le marketing, c'est le coût marginal d'acquisition, c'est quand même le truc, c'est-à-dire que plus tu vas chercher des clients, plus ça va te coûter cher par client. Donc en fait, c'est un peu, tu dis, et c'est un peu la réflexion, c'est de se dire au lieu de dépenser plus, peut-être que si je construis des magasins, c'est une dépense. Simplement, ce marketing que je fais, il va être plus efficace parce que les gens vont pouvoir aller le faire en magasin. Sur notre secteur. Je ne te dis pas que si demain tu vends des shampoings, des substituts ou des produits peu tangibles ou du thé, tu vois, ça a un intérêt. Nous, on était sur un secteur où non, mais c'est vrai, tu vois. Bien sûr. Nous, on est sur un secteur où l'optique en 2016, c'était 1% par Internet et voilà, il y a des réglementations, il y a des lobbies, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que ça évolue pas et c'est pas que dans le mauvais sens non plus. Est-ce qu'on peut dire justement un peu par rapport à ce que j'entends, tu as envie t'es passé un petit peu, j'allais dire du pur digital au phygital, donc avoir des boutiques. Est-ce que c'était pas l'intérêt que tu parlais en premier dans le sens de on n'est pas juste une énième marque de lunettes, mais on va être plutôt un accessoire de mode. C'est-à-dire que
on va venir dans notre boutique, on va comprendre un petit peu quel est le style de la personne, il faut la voir en réel. Et c'est un petit peu au-delà de ce conseil, puisque toi, tu parlais vraiment de la partie vraiment, je suis professionnel de santé, donc j'ai besoin de me montrer. On n'est pas sur de la téléconsultation, mais plutôt aller voir entre guillemets mon patient pour savoir quelle est la bonne lunette qui ira avec son style, qui ira avec son visage et qui fera que peut-être pour la première boutique, c'était une sorte de flagship qui vous emmènera à aller plus loin. Je suis d'accord avec toi. Alors, l'idée, c'était de se dire, en fait, le fondateur, il est opticien, on faisait un travail sur les verres, qui était un travail d'opticien. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on veut montrer qu'on n'est pas une énième marque de lunettes qui vend des lunettes de solaire. Franchement, il y en a des tonnes qui se créent tous les ans et les barrières à l'entrée sont faibles. L'idée, c'était autant d'asseoir le côté, en fait, d'assumer la marque qu'on est et de montrer qu'on est capable de créer des choses cool et qu'en fait, on propose du lifestyle, on est une marque de mode. Autant de dire, en fait, on n'oublie pas que c'est un équipement de santé et qu'en fait, quand tu veux avancer sur ce marché, respecter le métier, respecter la profession, respecter le client. Et de toute façon, en ligne, tu es limité sur un certain nombre de choses. Tu ne peux pas tout faire. En fait, on reste quand même sur de l'équipement de santé. Donc, d'accord. Ok. Une partie des choses qui sont plus simples. Il y a quand même beaucoup de choses comme les verres progressifs, etc., que nous, on ne voulait pas faire en ligne et que pour le coup, tu peux parfaitement faire en magasin parce que tu peux réaliser des petits examens de vue ou de la prise de mesure qui doit être faite en fait en réel. Donc, tu vois, l'idée de crédibiliser, elle est autant de crédibiliser la marque que le fait que nous, on soit dans un métier réglementé et qui a des exigences. Ok, très clair, merci. Un point qui était très très fort et très important, parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup répété chez vous, c'était la crédibilité. C'était vraiment de montrer que vous n'étiez pas une énième marque de lunettes, mais un acteur crédible, un acteur de la santé. C'est ça qui vous différencie. Ouais. En fait, pour faire simple, si tu veux demain créer un Shopify, commander des lunettes de soleil ou des lunettes lumière bleue, si t'es con, ça te prend un mois. Si t'es bon, ça te prend 10 jours. Voilà, vraiment. Tu vois, pour le dire simplement. Il y a un moment donné où toi, tu avances, tu essayes d'améliorer ton produit, tu vas créer ton produit, tu vas faire ta marque, tu vas concevoir ton produit, tu vas travailler dessus. Et en fait, si tu fais pas cet effort d'aller raconter, donc de montrer aussi tout ce que tu fais derrière, la différence pour les clients, elle est invisible. Donc tout cet effort autour de la marque, des shootings, du contenu, des magasins qui sont aussi des points de rencontre où tu montres ta marque. Tu vois, on ne crée pas un afflelou quand on crée des points de vente, c'est pas un truc où il y a 500 lunettes, c'est un beau magasin. J'invite les gens qui nous regardent à regarder nos points de vente parce qu'il y a une vraie réflexion de contenu, de marketing, de direction artistique dans les points de vente qui correspond à la marque qu'on propose au quotidien. Donc voilà, donc à un moment donné, en fait, où si tu veux les barrières à l'entrée sur Internet entre les leviers d'acquisition, de la publicité Facebook, créer sa boutique, travailler avec des influenceurs, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple, très honnêtement. Donc, tu n'as plus de différenciation si tu te contentes juste de vendre des lunettes via de la pub Facebook ou de l'influence. Sur la communication, du coup, comment ça se ressent sur vos communications, cette différenciation? Notamment en paid, par exemple. Est-ce que ça veut dire que tu as un message qui est différent, une accroche qui est différente, des types de communication qui sont différents? Nous, on va toujours essayer de répéter, de montrer. Alors, c'est pas toujours, je pense, très bien fait, mais on va toujours essayer. En fait, tu as d'un côté le contenu que tu produis. Et donc, en fait, Instagram, globalement, c'est la vitrine de ton magasin. Et donc, en fait, avoir un Instagram où tu montres que tu produis du contenu vidéo, du contenu photo, tu vois, ça, c'est des choses qui ont aussi beaucoup évolué depuis 5 ans, mais il faut vraiment montrer qu'en fait, tu n'es plus juste en train de reposter des images de clients, mais que tu es en train vraiment, tu vois, de créer du contenu. Donc, c'est comme ça que tu vas te différencier. Quand tu travailles avec des influenceurs ou quand tu fais de la publicité, tu vas aussi essayer de montrer tout ce que tu proposes, que tu as un agrément mutuel, que tu as des points de vente, la qualité de tes produits, tous les tests que tu fais, toutes les normes que tu respectes. Tu vas aussi essayer de montrer ce qu'il y a derrière. Et ça, tu vois, c'est un axe de réflexion. Moi, je peux faire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en acquisition que tu vas faire où tu vas prendre une photo qui a très bien fonctionné, tu vas la mettre en paid et globalement, ça va bien fonctionner parce que les gens, ils vont adhérer à l'image, ils vont adhérer au produit. Mais ça va te permettre de récupérer des clients. Si derrière, tu veux en trouver un peu plus ou si tu veux montrer aux clients que tu n'es pas juste une énième marque de lunettes de soleil qui fait du dropship parce qu'en fait, tu es concurrencé par des gens qui tirent tout ça vers le bas, en fait, il faut montrer que tu as tes stocks à Paris, que tu as ton atelier à Paris, que tu expédies en 24 heures, que tu as tes magasins où les gens peuvent acheter. Tout ça, c'est important. Ok, top. Est-ce qu'on peut parler de concurrents ou c'est touchy? Non, c'est pas touchy. En fait, c'est un marché, si tu veux, qui est intéressant parce qu'il a vraiment évolué, je pense, à partir depuis une décennie.
Et donc, en fait, aujourd'hui, tu as des acteurs historiques qui sont très bien implantés, qui ont un très bon niveau de service. Donc, c'est toutes les grandes enseignes que tu vois, que tous les Français connaissent très bien. Et je pense d'ailleurs, tu vois, le souci, on va dire, autour de ces enseignes, c'est peut-être le peu de différenciation qu'elles ont. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et il n'y a rien, enfin, je pense assez objectif, c'est que tu as peut-être du mal à différencier un optique de Miele, d'un Chris, tu vois, d'un Grand Optical ou d'un Optical Center. Et d'ailleurs, tu vois, souvent dans les noms, c'est les mêmes choses qui reviennent. Donc, tu as ces acteurs-là. Même sur les autres. Voilà. Et donc, c'est des acteurs qui sont très, très bien implantés en France, qui font de la succursale et de la franchise, qui sont arrivés sur Internet, mais qui vont toujours être dans une logique de concurrence entre le site Internet et les opticiens indépendants avec qui ils travaillent. Et donc, tu vois, tu avais ce marché-là qui se porte toujours bien et qui correspond, je pense, parfaitement à une partie de la clientèle. Donc, ils vont t'occuper des papiers, des remboursements, qui ont un très, très bon niveau de service. Tu as une décennie, tu as beaucoup de gens qui ont voulu arriver, qui se sont dit, bon, on va faire que de la lunette par Internet. Et ça, en fait, tu vois, typiquement, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, tu as plein de concurrents. Tu as Sensi qui a essayé un peu il y a quelques années de dire non, on va faire des lunettes moins chères, etc. Qui s'est objectivement cassé la gueule parce qu'il s'est heurté à la profession, parce qu'il a attaqué la profession du mauvais côté et il a sous-entendu que la profession en fait faisait mal son métier et volait les gens, ce qui n'était pas le cas. Ce qui était ni vrai ni pertinent. À l'inverse, tu as d'autres acteurs aujourd'hui, tu vois, comme Lunettes pour tous, que t'aimes ou que t'aimes pas, qui ont bien compris quand eux ils attaquent le marché avec le côté produit, c'est-à-dire qu'eux ils sont vraiment sur de l'équipement de santé pas cher. Mais il n'y a pas du tout d'angle mode dans ce qu'ils te proposent. D'accord. Ça fonctionne très bien, mais leur baseline c'est 10 minutes, 10 €. Ce qui n'est pas souvent le cas, mais sinon ils ne gagneraient pas leur vie. Mais en tout cas, ils sont là pour te dire, mais avec des beaux points de vente qui fonctionnent très bien. Mais donc en fait, tu as des acteurs aujourd'hui, si tu veux, qui sont d'un côté qui sont très retail et qui sont très commodité, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, c'est de l'équipement et qui ne parlent pas de mode, etc. Et de l'autre, tu vas avoir des acteurs comme Jimmy Fairley qui vont se positionner aussi en retail, mais qui ont un positionnement qui est beaucoup plus mode, qui est beaucoup plus CSP+, qui ont des très jolis points de vente, des belles montures. Enfin, tu vois, c'est une marque qui, objectivement, réussit très bien, qui propose une belle expérience, mais qui, pour le coup, va appeler, comme nous on le fait, à une clientèle qui est un peu plus jeune. Je te dis un peu plus jeune, qui est en fait beaucoup plus jeune. Et donc, en fait, elle se fait là aujourd'hui. La vraie différenciation, c'est que je pense que les grandes enseignes sont coincées, le mot est peut-être pas bien choisi, sur une clientèle qui vieillit ou qui va plutôt avoir 45-50 ans. Et tu as des marques comme nous qui vont être physiques et digitales. Nous, on est, je pense, les seuls à être vraiment digital et physique, mais d'être surtout de vraiment faire du volume en ligne, mais qui vont avoir un positionnement de marque et qui vont donc attaquer une clientèle qui a plus, tu vois, 18-35 ou 18-40. Et donc, tu vois, ça va être là aujourd'hui la différence. Et je pense que ce qui est intéressant pour les grandes enseignes, c'est de se dire, nous, on a du mal aujourd'hui à renouveler notre clientèle, d'avoir une clientèle jeune. Et les enseignes un peu plus jeunes comme nous, elles ont besoin de se crédibiliser aussi auprès de personnes qui ont une attente de service, tu vois, de la prise en charge, du remboursement, de tout faire. Donc, tu vois, l'enjeu, il est là. Pour nous comme pour eux, je pense. Après, ce que je dis n'engage que moi, c'est que ma vision, tu vois, et elle peut être bien sûr. Elle peut être fausse, mais nous, c'est notre vision à nous. Donc, nous, on essaye d'avancer en se disant, on veut proposer une expérience de marque de mode, que ce soit sur notre site internet ou dans nos points de vente, sans négliger le côté paramédical. On a 2 à 3 opticiens par magasin. On n'a que des opticiens en boutique qui gèrent et qui administrent les points de vente. Donc, tu vois, on essaye d'avoir ces 2 pieds-là. Ok, c'est clair. Donc, tu vois, nous, notre travail, il est aussi d'aller tout ça. Et à l'inverse, les grandes enseignes, elles ont du mal à attirer des clients qui ont… Voilà. La difficulté, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, dans l'inconscient des gens, tu ne peux pas être une marque de mode et produire des lunettes de vue. Et en fait, le challenge, il est de réussir à concilier ces 2 choses. Voilà, il est là. Alors, tu arrives plus ou moins à bien le faire. C'est un travail, mais c'est effectivement un travail important à faire, même dans les boutiques. Tu vois, c'est des questions qu'on avait en boutique auxquelles on n'avait même pas pensé, que des gens te disent, mais vous faites des lunettes de vue. Et nous, on dit, attends, on a mis un opticien diplômé, on a l'agrément, on a des machines, on a un atelier, et le mec, il nous pose la question. Et en fait, tu comprends que cette question, tu comprends d'où elle vient. Et donc, ça t'aide à réfléchir à ce que tu dois raconter sur ta marque pour que les gens le comprennent bien. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu es en concurrence avec des Paul & Joe, avec toutes ces marques de vêtements, tu vois, ces Bash, ainsi de suite, qui eux ont développé leur marque de lunettes? Est-ce que tu considères qu'on peut jouer à peu près dans la même cour ou pas nécessairement? En fait, ton marché, globalement, tu peux te dire, le marché, c'est quelqu'un qui achète un équipement, peu importe, il est dans mon marché.
Donc après, effectivement, c'est sûrement pas la même clientèle, mais ça reste ton marché. En fait, nous, on vend notre marque. Tu as aussi des gens qui vont rechercher des marques, tu vois, donc ils vont aller chez des opticiens, dans des grandes chaînes pour trouver, ou chez des spécialistes, pour trouver ces grandes marques-là. Nous, on vend notre marque. Donc, on a quand même un travail, tu vois, qui est double, c'est qu'on doit se crédibiliser en tant qu'opticien, on doit se crédibiliser en tant que marque. Ok. Donc, ça veut dire que c'est hybride, c'est-à-dire que certaines marques du style Paul & Joe vont rentrer plutôt par la marque, alors que d'autres personnes qui vont aller chez Optical Center vont rentrer plutôt par le côté santé. Vous êtes entre les deux, à cheval entre les deux. Et donc, comment est-ce que tu fais pour attraper? J'ai l'impression que tu as 2 points d'entrée principaux sur ton marché. Comment est-ce que tu vas choper ces deux types? Moi, mon point principal d'entrée, c'est la marque. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir en magasin, ils veulent acheter une lunette de ma marque, de la même façon qu'ils vont vouloir acheter une lunette de Jimmy Fairley. Tu vois, c'est la marque qui les a séduits. Attends ensuite derrière de leur faire comprendre que tu peux aussi mettre à leur vue, que tu vas proposer des services et des équipements qui peuvent être, tu vois, similaires à ce qu'ils connaissent ailleurs. Okay. Et nous, notre enjeu, c'est l'enjeu d'une marque. C'est pour ça qu'on va plus, tu vois, être dans un style DNVB, c'est qu'on met en avant notre marque, on n'est pas distributeur. Les gens adhèrent à notre marque parce qu'ils voient du contenu, tu vois, ils voient des choses ou des modèles, des produits. La base, c'est quand même le produit qui leur plaise. C'est intéressant ce que tu dis et c'est bien que tu reviens pas mal sur Jimmy Fairley, mais je pense que ça peut être intéressant pour parler de valeur ajoutée là sur ce podcast. Regarde, tu vois, je vois un petit peu ce que fait en ads Jimmy Fairley et là où il va arriver justement, j'ai l'impression à croiser cette partie très santé et cette partie aussi mode, c'est que là, en cette ère de confinement, il va dire nous sommes ouverts. Donc ça montre un petit peu que justement ça reste. Alors tu vois, c'est plus un player physique, il faut pas l'oublier. D'accord. Eux, c'est un player, je connais pas du tout leurs chiffres, donc voilà, mais ça reste une marque à la base qui est beaucoup plus installée en retail. Je pense que le site internet, c'est comme un énième point de vente pour eux. C'est une marque qui s'est construite en point de vente, donc c'est aussi un enjeu un peu différent. Okay. Clair. Alors, ils se sont peut-être construits par Internet, mais pour leur point de vente. Nous, on s'est construit par Internet, d'abord pour notre site. Pour Internet, j'ai compris. Tu ne peux pas forcément avoir de learning de toutes ces marques-là parce qu'aucune d'entre elles a commencé à être un pure player pour ensuite devenir un vendeur en magasin. Tu as des gens ou tu as des investisseurs qui vont te dire, c'est ce qui est arrivé quand tu présentes tes trucs, qui te disent non mais les gars, je ne comprends pas, vous ne voulez pas progresser en digital. Et en fait, à un moment donné, moi je m'en fiche, mais je n'ai pas de franchisé, mes magasins c'est du propre. Ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir la marque et par le chemin le plus pérenne et le plus durable. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir le truc. Et donc aujourd'hui, mon chemin il est là. Et après que je sois pure player magasin et tout, alors oui, c'est plus compliqué de gérer une marque quand tu as des magasins et quand tu as un site internet, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais moi, mon chemin il est là. Et en fait, les gens, je crois qu'ils s'en foutent aujourd'hui que tu sois pure player ou que physique. Ils ont une expérience et ils attendent de toi. Ils achètent, en fait, ils vont acheter en magasin, ils vont te contacter derrière sur Instagram. Ils achètent sur Insta, ils veulent aller faire une réparation en magasin. Et donc, en fait, l'expérience, elle est là. Donc, tu vois, on peut utiliser plein de mots, etc. si tu veux derrière. Mais globalement, le client, ce dont il a envie, c'est qu'il a vu un influenceur ou il a vu une pub et donc il se dit je vais acheter en magasin parce que j'hésite ou j'ai acheté sur le site internet. Par contre, derrière, je vais être sûr que ça suit si je vais en magasin pour faire une réparation ou que le SAV ou que le service tu vois, de la marque il soit global. Ils s'en foutent. En fait, ils n'ont pas envie qu'ils disent mais moi je suis le magasin, je ne m'occupe pas de votre problème ou non, on est le site internet, retournez en magasin. Tu vois. Exemple, quand tu vas chez Zara, c'est facile. Tu vois, tu achètes en ligne, tu vas en magasin, tu rends en magasin, tu recommences. C'est frictionless pour dire des mots, pour dire des mots que vous aimerez bien. Tu vois, mais en gros, le client, il s'en fout. Le client, il veut que ça soit simple. Donc, en fait, je pense que c'est des trucs un peu dès 2010, on va construire une complémentarité. OK, mais maintenant, le client, il s'en branle pour le dire simplement. Ce qu'il veut, c'est que ça soit facile, simple et que s'il t'écrive sur Insta, tu lui réponds directement. Et voilà. Et il ne veut pas d'embrouille derrière. Il veut juste te contacter partout et qu'en fait, tout se parle. Ça marche. OK, tout se connaît. L'enjeu, il est là. OK, merci Jérém. Moi, je pense qu'on est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, un mot de la fin? Pour ceux qui nous regardent, lepetitdumetier.com. Ça marche. Merci beaucoup.